ton loyer foncier positif, il va arriver dans 2-3 ans, c'est obligé. Tu n'as rien à déduire, les intérêts du prêt baissent, tu vas pas faire 20 000 € de travaux chaque année. Donc ce déficit que tu provisionnes, c'est un gain fiscal toujours pareil à la tranche et aux prélèvements sociaux, mais tout le temps à très court terme, à 1 ou 2 ans. Donc souvent le prélèvement libératoire est meilleur, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent. Mais par contre, attention, il est conditionné. Je te le formule autrement. Sur ces 5 000 €, tu préfères gagner 2% par an pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, ou tu préfères gagner 47,2% à 1 ou 2 ans. À croire que c'est moi qui fais les règles pour pouvoir les corriger après. Non mais des fois, je m'inquiète de qui invente des trucs pareils. Moi, je ne sais pas. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Chaque année, c'est devenu un petit rituel. On retrouve Thibaut Diringer du blog corrigetonimpôt.fr pour faire le point sur les nouveautés de la déclaration d'impôt. Et cette année encore, malgré une apparence de rien à signaler, les coulisses de la fiscalité révèlent des changements majeurs, même si cachés, entre bugs dans les formulaires, cases pré-remplies qui ne le sont plus, déficit foncier qui risque purement et simplement de passer à la trappe. On a de quoi s'inquiéter et surtout de quoi s'informer. Thibaut passe ses journées à documenter ces anomalies pour en tirer les meilleures astuces pour ses lecteurs et abonnés. Et c'est toujours donc un plaisir de le recevoir. Dans cet épisode, on parle de comment repérer et corriger les bugs du fisc sur les reports de déficit des années précédentes, en location nue ou en LMNP au réel, des pièges de la fiscalité des micro-entrepreneurs, prélèvements libératoires, les contrôles fiscaux fréquents et les cases à jamais remplir, des nouvelles cases et pièges liés aux dons, emploi à domicile ou taux individualisés pour les couples mariés et pacsés, des optimisations aussi possibles entre Pinel et de Normandie notamment pour maximiser la déduction des travaux. Un épisode très riche, technique, mais concret pour ne pas perdre bêtement des milliers d'euros cette année encore. À voir et écouter avec ta déclaration d'impôt ouverte à tes côtés. Ça tombe bien, c'est le moment de la finaliser et de la envoyer. Si l'optimisation des investissements locatifs t'intéresse, n'oublie pas à t'abonner à ce podcast et à la newsletter qui l'accompagne. Il y a encore plein de sujets et d'épisodes intéressants à venir qui vont te passionner dans les prochaines semaines et les prochains mois. Allez, sur ce, on attaque notre conversation du jour avec Thibaut sur la fiscalité. C'est parti. Salut Thibaut, welcome back dans Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de m'accueillir à nouveau, comme chaque année. Chaque année, ouais. C'est comme Noël, c'est comme Pâques. Chaque année, on a notre petite conversation sur la déclaration. Mais c'est ça qui est cool, c'est que il y a quand même des évolutions chaque année, donc ça nous donne quand même de quoi discuter. Sur ça, et je sais que tous les gens, enfin, qui sont en plein justement dans les déclarations, sont avides un peu de notre conversation, des choses que toi tu vois au quotidien toute l'année. Donc tu as aussi cette vision vraiment globale qui permet d'avoir des bonnes infos aussi de comment non seulement de comment déclarer, mais comment on calcule, est-ce que c'est le bon calcul, est-ce qu'on fait la bonne chose, etc. Donc c'est vraiment cool. Est-ce que justement on pourrait démarrer par les nouveautés peut-être de cette QV 2025? Eh ben écoute, c'est parti, oui. Et puis ce que je te propose au niveau nouveautés, on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais comme tu l'as dit, tu as eu la bonne idée de faire cette conversation un peu plus tard aussi, puisqu'on a eu des nouveautés, des choses dans l'année, mais je constate aussi beaucoup de choses juste dans la pratique. Tu vois, en faisant la déclaration d'impôt là de plein de gens depuis avril, je me rends compte de plein de particularités juste au niveau du simulateur et autres qu'on pourra discuter après. Donc voilà, au niveau des changements, il y en a assez peu. Ça peut quand même être intéressant. Donc il y a le barème qui a été revalorisé. Ça, c'était quand même une petite nouveauté parce que je sais pas si tu as vu, on a eu un problème avec la loi de finances. Donc plein de nouveautés qui finalement n'ont pas été votées avec la démission du gouvernement, un vote en urgence fin février et on savait pas si le barème a été revalorisé ou pas. Finalement, il l'a été. Ça veut dire qu'à revenu égal, le calcul de l'impôt est quand même meilleur pour les contribuables par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'était important. Quand tu dis barème, du coup, juste pour que les gens comprennent, ça veut dire combien on va être ponctionné en fonction de combien on a gagné. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, nos revenus sont rentrés, ils passent ensuite à la moulinette dans des tranches à 0, 11, 30% et ça calcule l'impôt. Et donc, ce calcul de l'impôt, il est plus agréable, on va dire, pour les contribuables cette année. Donc, voilà, on était content de voir ça en première nouveauté, quoi. Ensuite, on a plusieurs petites nouveautés. J'ai envie de dire, on va passer rapidement, mais quand même, on peut les noter. On a une nouveauté sur les dons.
t'as peut-être vu, il y a une nouvelle case qui est apparue pour les dons à Mayotte. Voilà, chaque année, il y avait eu ça pour Notre-Dame, parce que pour les dons, t'as soit une réduction d'impôt de 75%, soit 66%. Et 75% d'habitude, c'est les organismes d'aide aux personnes en difficulté, 66%, c'est tous les autres. Et là, voilà, ceux qui ont fait des dons pour Mayotte, c'est aussi maintenant un taux à 75%. Pareil pour les organismes qui traitent les violences conjugales, ce genre de choses, c'est passé à 75%. Donc voilà, c'est des petites nouveautés, mais comme les gens remplissent souvent les dons, ils sont surpris. Cette année, t'as 5 cases différentes. Donc la difficulté, ouais, parce que voilà, chaque case 75 ou 66, et les 75 sont toutes plafonnées à 1000, 2000, mais avec des plafonds différents. Donc t'as aide aux difficultés 75, plusieurs Mayotte 75, etc. Donc c'est la nouvelle case. Et ça, c'est déduction, ça veut dire si tu fais un don de 100, il y a 75 qui viennent de se réduire, tu réduis 75 ta base imposable sur le revenu. Alors non, là c'est une bonne remarque. Pendant la conférence, on a parlé de réduction. Une réduction, ça s'enlève directement de ton impôt. Donc si ton impôt est de 1000 et que tu as une réduction d'impôt de 700 euros, ton impôt passe à 300, quoi. 1000 moins 700. Ensuite, tu as des déductions. Ça, c'est ce qui s'enlève de ta base imposable avant le calcul de l'impôt. Donc les PER, tout ça, là, c'est de la déduction. Ça s'enlève du salaire avant. On gagne la tranche d'imposition cette fois-ci. Et enfin, tu as le crédit d'impôt qui, lui, s'enlève aussi de l'impôt final, mais qui est rendu si tu n'as pas assez d'impôt à payer. Donc le don, c'est une réduction. Effectivement, si tu as fait des dons mais que tu n'as pas d'impôt à payer, bah la réduction, elle marche pas, quoi. C'est un peu comme le Pinel, tout ça, là, elle sert à rien, quoi. Donc voilà, on remplit les cases. Si à la fin, effectivement, on la voit pas, c'est que l'impôt est pas suffisant, quoi, vraisemblablement. Donc voilà, petite nouveauté. Après, qu'est-ce qu'on a on devait avoir une nouveauté pour les emplois à domicile. Finalement, elle n'est pas passée. Donc ça surprend un peu les gens parce que tout le monde en parlait. Il devait y avoir une nouvelle case emploi à domicile où on devait préciser vraiment qui intervient chez nous en donnant l'adresse, etc. Ils n'ont pas eu le temps de la mettre en place. Donc voilà, il faut pas être surpris si pour l'emploi à domicile, rien n'a changé. C'est pré-rempli, il y a les mêmes cases en général. Et on a une petite nouveauté sur les pourboires. Les pourboires peuvent être défiscalisés. Ça devait être une niche fiscale qui devait être supprimée cette année et finalement elle continue. Donc voilà, si on a des pourboires, on est vigilant, on va se renseigner un peu pour voir, il y a un petit calcul savant à faire pour enlever ces pourboires du salaire déclaré et être exonéré dessus. J'ai une petite question parce que je viens de justement avant notre conversation de faire ma déclaration. J'avais des droits de garde, tu vois, et c'est peut-être un peu lié à ce que tu dis sur les emplois à domicile. Droits de garde pour les enfants. Oui. Que j'avais déclaré en 2023, que j'avais déclaré en 2023, qui était genre 5000 balles à l'époque. En 2024, drastiquement baissé, peut-être à 1000 euros. Pour autant, sur la déclaration, j'ai l'impression que c'est figé. Il parle de droits, de cumul de droits payés pour les déductions, et je peux pas a priori le changer. C'est un truc classique, c'est normal que ça soit là, même si c'est pas lié à 2024. Alors, c'est pré-rempli. Normalement, tout est lié à 2024. C'est pré-rempli, tu peux vérifier parce que des fois, il y a des erreurs. Dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que sur la déclaration, si tu me dis que tu as payé 1000 en 2024, sur la déclaration, tu vas déclarer les 1000, ce qui va créer 500 euros de crédit d'impôt. Et par contre, il y a toute une histoire d'avance. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que le 15 janvier, tu as eu une avance sur ces frais de garde. Et là, ils se sont basés sur ta déclaration de l'an passé. Donc le 15 janvier, ils ont pu dire tiens, Paco, l'an dernier, il a eu 2500 euros d'impôt en moins pour garde d'enfant. Si tu me dis que tu avais déclaré 5000 en 2023. Donc on va lui verser une petite avance de 60%. Donc tu as dû recevoir 1700 euros, un truc comme ça, quoi. Et là, sur la déclaration, ils les reprennent comme c'était une avance. Tu vois, l'avance de janvier qui était calculée sur tes revenus N-2 est reprise maintenant et on te donne le vrai crédit d'impôt qui est de 500. Donc je pense que c'est ça que tu vois. Il y a deux cases de rempli, celle pour avoir tes 500 euros réels et celle pour te reprendre l'avance que tu as eue au 15 janvier. Yes, ouais, ça a complètement sens, ouais. Donc c'est juste à titre indicatif, il se base sur ce que j'avais payé avant 2023. Ouais, et après, il y a une régule qui est faite. Intéressant. Ouais, parce qu'aujourd'hui, pour calculer l'impôt qui est pris à la source, ils prennent pas en compte les niches fiscales. Je crois qu'on avait parlé il y a 2 ans, là, le taux à la source, il calcule ça, mais sans tenir compte que tu as des niches fiscales. Ce qui est un peu horrible. Tu vois, si ton impôt est de 1000
mais que tu me dis qu'avec les gardes d'enfants, il passe à 0, bah, normalement, ton taux à la source, il est de 0 parce que ton impôt est 0. Sauf qu'aujourd'hui, ton taux à la source, bah, c'est 100 € par mois parce qu'il se base sur ton impôt de 1000. Donc, à l'époque, ça a râlé. Ils ont dit, bon, effectivement, on devrait tenir compte des crédits d'impôt. Bah, écoutez, on vous verse une avance de 60% en janvier. Donc, c'est pour ça que cette avance est là. Donc, sur la déclaration, tu n'as que ces deux choses qui doivent apparaître. Ce que tu as réellement payé en 2024 et tu auras ton crédit d'impôt, et l'avance que tu as perçue le 15 janvier, qui, elle, dépend de 2023, qui t'est reprise. Donc, 2 cases, ouais. Pareil pour l'emploi à domicile, d'ailleurs. Et après, bah, écoute, je peux te dire que, en fait, il y a plein de... le gros du changement, c'est que rien n'a changé. Pas de nouveauté vraiment donc cette année. On s'attendait à plein de changements parce qu'avec la loi de finances initiale sur le meublé, on attendait une révolution sur les régimes micro, etc. Sur le vide, pareil, c'est discuté d'un taux à 50%. La flat tax devait passer à 33% sur les cryptos, etc. Et au final, bah, avec le vote annulé et puis la loi de finances en urgence, tout ça s'est passé à la trappe. Donc on a a priori, tu vois, avant que je me lance dans les déclarations, je me suis dit, bon, cette année, j'aurais pas grand chose, pas trop de nouveautés, quoi. Donc voilà, au niveau, a priori, je te dis bien, et c'est pour ça que je te disais, c'est vrai que dans la théorie, on n'avait pas grand chose. Et dans la pratique, par contre, on va voir que en faisant la déclaration, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qui changent, quoi. Ouais, donc c'est le moment pour la personne qui entendait qu'il n'y avait pas de changement, au lieu d'appuyer sur stop. De quand même écouter un peu, quoi. Ouais, ça va être intéressant, ouais. Et on peut juste dire qu'il y avait une petite nouveauté. Pour moi, elle est informative, mais c'est vrai que pour les gens, c'est important. Le taux à la source pour les gens qui sont pacsés et mariés, en fait, tu sais, t'en as deux. T'as un taux qui est individualisé et un taux qui est commun. L'idée, c'est que le taux commun, c'est le même pour les deux personnes du couple. Et le taux individualisé, bah, s'il y en a un qui gagne plus, il a un taux qui est plus élevé. Donc, il n'y a pas de gain entre les deux. Tu vois, c'est fait de manière que le couple prenne l'un ou l'autre. Au global, ils sont ponctionnés de la même chose. Et avant, par défaut, les gens mariés et pacsés étaient sur un taux commun. Et maintenant, ils ont jugé que, du coup, le taux individualisé est mieux, plus juste, j'en sais rien. Et donc, maintenant, c'est lui qui est par défaut. Donc, il y a beaucoup de gens mariés et pacsés qui sont étonnés, qui disent, tiens, bah, avant, on était tous les deux à 10%, et maintenant, il y en a un qui a 17 et l'autre qui a 5. C'est juste qu'ils ont mis le taux selon le salaire de chacun, quoi. D'accord, ça c'est en première page quand tu... Ouais, c'est une fois que c'est validé, ouais. Du coup, voilà, les gens seront un peu surpris de voir ce taux qui peut évoluer. Ça dépend de la manière dont les gens gèrent leur argent dans le couple, mais s'ils veulent changer, ils peuvent changer en ligne. En tout cas, c'est voilà, la nouveauté. Donc, encore une fois, tu vois, rien de très croustillant, quoi. Ouais. Et le gros truc qu'on va parler, c'est sur le déficit foncier, c'est ça? Là, oui. Vraiment, du coup, oui, dans la pratique, donc effectivement, sur les déficits fonciers, on va parler vide et meublé d'ailleurs. Il y a les deux. Et micro-entreprise aussi, on a une petite nouveauté, donc on pourra l'évoquer après, qui est très très importante en fait. Donc c'est toi qui vois, tu me dis... On peut démarrer sur le déficit foncier. Quand tu dis vide et meublé, juste pour replacer, meublé ça veut dire c'est la tolérance des 15%, c'est ça? Alors on va carrément différencier, si tu veux on commence d'abord par les gens qui louent meublé, parce que c'est le plus simple. Ouais. Donc meublé, on va parler des gens qui louent un bien meublé, peu importe, Airbnb, LMNP, etc. Tous les gens qui louent un bien meublé. Ouais, ok. Et donc là, on peut faire assez rapide. On va pas non plus rappeler tout, mais quand tu loues un bien meublé, tu as le choix entre deux régimes fiscaux. Il y en a qui sont en régime micro-BIC, donc ils rentrent leur loyer, ils ont un abattement de 50%, c'est terminé. Ils payent l'impôt et les prélèvements sociaux. Et il y en a qui sont en régime réel. Et c'est vrai que quand tu es au meublé, le régime réel est souvent attractif parce que tu déclares tes loyers, tu enlèves tes charges et tu peux enlever ce qu'on appelle l'amortissement, une partie de la valeur du bien. Donc ça, c'est quelque chose que énormément de gens font. Et la contrepartie, c'est qu'il faut faire des liasses fiscales, quoi, un bilan, un compte de résultat. Et donc, souvent, tu as un expert comptable qui fait ça en amont, quoi. Il déduit tout ça, il déduit l'amortissement et il donne juste le résultat. Donc, nous, au niveau de la déclaration d'impôt, on fait pas grand-chose. Et souvent, les meublés au régime réel, c'est très bien parce que comme tu enlèves et les frais, les charges, les intérêts d'emprunt, tout, et une partie de la valeur du bien, tu es souvent en négatif. Tu fais loyer moins charge, t'es en négatif, c'est tout l'intérêt du meublé au régime réel aujourd'hui. Donc souvent, les premières années, tu rentres juste un négatif sur ta déclaration d'impôt, tu as des cases, et puis ce négatif ne sert à rien
c'est-à-dire qu'il va pas s'enlever des autres salaires, tu peux pas l'utiliser, mais on le déclare quand même parce qu'au bout de 10 ans, si à un moment ton loyer meublé devient positif, si à un moment tu fais loyer moins charge moins amortissement et t'es positif, et ben là, au lieu de subir de l'impôt et des prélèvements sur ce positif, tu peux utiliser les déficits des années passées pour le ramener à zéro. Donc, c'est un classique quand on est en loc meublé, souvent avec l'expert comptable, on met des déficits pendant 4, 5, 6 ans, puis au bout de 5-6 ans, on arrive en positif, et donc on met juste son positif qui est mangé par les déficits des années d'avant, quoi. Donc ces gens-là, ont l'habitude de, on va dire, de juste mettre soit leur déficit, soit leur positif, et le déficit des années d'avant, il se reporte tout seul jusqu'ici. Tu vois, il y avait des cases exprès qui te dit qu'est-ce qui vient de 2021, 2022, quel déficit, ça se remettait tout seul. Et là, j'ai vu des déclarations où les chiffres ont disparu. Ils se sont pas remis tout seuls. Donc il y a la case qui est cochée, genre j'ai un déficit de 10 000. T'as les cases déficit qui datent de 2024, 2023, 2022, 2021, qui d'habitude sont pré-remplis chaque année, qui là sont devenus vides. Ouais. Donc toi, c'est vrai que ton expert comptable t'a dit tiens, cette année, vous êtes encore en déficit, remplissez cette case, ou vous êtes encore en positif, remplissez cette case, qui est la 5NA et l'autre je sais plus. Mais d'habitude, tu te soucies pas des déficits des années d'avant, ils sont pré-remplis, quoi. Donc là, ils le sont plus, et pas sur toutes les déclarations. J'arrive pas à trouver une logique, en tout cas. Donc le premier conseil, c'est d'être très vigilant si vous aviez des déficits comme ça, et de vérifier. C'est dans la case juste en dessous, hein, je veux dire, tu peux pas la rater parce que tu déclares le positif ou le déficit, et juste en dessous, t'as les 10 années avec le déficit des années passées, quoi. Est-ce que tu peux peut-être le montrer à l'écran et on peut prendre un peu de temps pour ça? Je savais pas qu'on avait cette technologie. Alors là, on va montrer plein de choses. C'est magique, c'est magique. Incroyable. Donc c'est assez simple, tu vois, les gens qui sont en microbic, ils mettent leur loyer dans cette case-là, abattement de 50%, et derrière, il n'y a rien à faire. Ça calcule impôts et prélèvements sociaux. Les gens qui sont au réel, ils sont ici. Donc soit ils sont au positif, et dans ce cas, ils mettent juste ce qu'a donné leur expert comptable en case 5NA. Soit ils sont en déficit, et dans ce cas, ils remplissent 5NY. Donc très souvent, on remplit 5NY chaque année. Et si là, je mets par exemple 2000 en case 5NY, l'an prochain, ces 2000 de déficit, qui ne me servent à rien pour l'instant, vont se reporter tout seuls dans ce petit tableau que tu vois en bas, les cases 5GA à 5GJ. C'est celle-là qui était pré-remplie jusqu'alors, quoi. Moi, jusqu'ici, je m'en souciais jamais, c'était tout le temps pré-rempli, quoi. Okay. Tu vois les défis. En général, c'est les mêmes déficits qui tombent chaque année, ils sont un peu plus faibles jusqu'à passer en positif. Schématisme, mais c'est ça. Et donc là, je vois des déclarations où ils ont disparu. Et donc là, il n'y a pas 50 choix. C'est à toi d'aller chercher les déclarations des années d'avant. Tu as tout sur ImpôGouv, rubrique documents. Et puis ou alors tu vas juste voir celle de l'an passé et tu verras les déficits qui viennent de 2023. Tu les remets en case 5GJ. Tu regardes ceux qui viennent de 2022, tu les remets là. Et il faut absolument le faire parce que tu vas arriver en positif un jour. Et le jour où tu as du positif, tu payes ta tranche d'impôt. Donc c'est 11% ou 30% selon les gens. Je vais prendre 30% dans tous nos exemples. Et tu payes les prélèvements sociaux 17,2%. Donc schématise autrement, ça veut dire que si tu as 1000 euros de déficit, c'est 472 euros d'impôt en moins dans le futur. Donc c'est très dommage de le perdre. Et en meublé, on parle en fait de plus de 10 000 euros de déficit des fois. Donc là j'ai été très surpris de ce bug. Parce qu'on déclare que, pour être clair, là si jamais on oublie de faire ça, on est rattrapé dès cette année. Possiblement, quoi. Il y a deux options. Si cette année tu es en positif et que du coup tu n'as pas mis tes déficits, effectivement tu as une perte fiscale immédiate parce que tu vas payer de l'impôt alors que tu aurais pu l'effacer. Et l'autre option qui est quand même plus fréquente, c'est des gens qui ont du déficit, qui sont toujours en déficit, mais du coup qui doivent être attentifs pour ne pas les perdre dans le futur. Donc ça se corrige. Moi, c'est plus je sais pas, j'ai peur, c'est le cas, c'est que les chiffres vont disparaître, les gens vont pas le voir, et dans 1, 2, 3 ans, ils seront en positif, et du coup, ils vont payer de l'impôt alors qu'ils auraient pu l'annuler. Ouais, vraiment un gros point de vigilance là, pour être sûr qu'ils sont intégrés, quoi. Ok. Et on peut faire une petite parenthèse, les meublés au réel, ils ont aussi une réduction d'impôt, quand ils adhèrent à un organisme de gestion agréé, ce que fait souvent le gars qui gère les liasses fiscales, qui est la case 7FF.
Celle-là disparaît aussi. Elle est valable encore cette année. Donc ceux qui font ça remplissent cette case-là et ont la réduction d'impôt 2025 sur les revenus 2024. Mais elle a sauté dans la loi de finances. Donc aujourd'hui, il y a au niveau fiscal, il n'y a plus d'intérêt d'adhérer à un centre de gestion agréé comme ça. La niche fiscale va disparaître. Ça, c'était déjà, je crois que on avait parlé l'année dernière, je crois déjà, hein, c'était déjà. En fait, ça a été en 2 étapes. Parce qu'avant, quand tu adhérais à un centre de gestion agréé, tu avais cette réduction d'impôt. Et en plus, ton revenu imposable, on va dire, avait un cadeau. Il était pas surcoté de 25%. L'an dernier, ils ont annulé l'avantage de la surcote sur le revenu imposable, là. Enfin, il y avait plus d'avantage à prendre un OGA pour ça. Et cette année, ils ont annulé le deuxième. Donc, ils y ont été en 2 temps, et là, l'an prochain, il n'y en a plus, quoi. Donc voilà pour le meublé, quelques petites nouveautés quand même, au régime réel, pour ceux qui ont ça. Au régime micro, on n'a rien de spécial. Ça marche. Et sur le vide? Alors, sur le vide, bon, bah là, c'est la jungle. Là, c'est la Bérésina. Donc, sur le vide, bah, du coup, tu vois, je pensais avoir une période assez tranquille et en fait, je fais que ça, je fais que des corrections. Donc, je vais essayer de te l'expliquer simplement parce que c'est beaucoup plus complexe, en fait, sur le vide. Donc, sur le vide, c'est pareil. On a un bug pour les gens qui ont du déficit. Donc, quand tu loues en vide, c'est pareil. Soit tu as le choix un régime micro, où tu déclares que tes loyers et tu as un abattement de 30%. Donc, l'abattement est mauvais. C'est très rare qu'on soit au régime micro. En général, on est au régime réel, puisque là, ça permet de déclarer les loyers et ensuite d'enlever les charges. Donc, à l'inverse du meublé, on n'enlève que les charges qu'on paie sur le bien. Les travaux, la taxe foncière, les intérêts. On peut pas enlever une partie de la valeur du bien. Mais du coup, on n'a pas besoin d'expert comptable ou de professionnel, ce qui fait que on peut le faire en tant que particulier et que tout le monde fait sa déclaration de bien vide au réel quasiment, quoi. Juste une petite parenthèse ici, Thibaut. Quand tu parlais du LMNP, ces cases à remplir sur la déclaration des revenus, donc t'as besoin d'avoir un comptable. Le comptable te donne les informations à mettre et c'est toi qui les mets dans ta déclaration. C'est pas le comptable qui fait sa liasse fiscale à part. En général, le comptable fait les liasses fiscales. Donc, il a calculé l'amortissement, il a fait ce travail de déclarer les loyers, toutes les charges, d'enlever l'amortissement, etc. Par contre, à la fin, l'impôt sur le revenu, c'est à toi de mettre dans la déclaration d'impôt, quoi. Très souvent, le schéma, c'est ça. Il a garanti les liasses fiscales derrière, il a fait son bilan, compte de résultat, mais il te donne le résultat positif ou négatif et c'est à toi d'aller le mettre dans ta déclaration d'impôt. Ok. Même s'il est négatif, tu as besoin de le mettre. Ah bah oui, du coup, parce que c'est un déficit qui ne s'utilise pas, mais que tu gardes pour les années d'après. Et un jour, tu auras un revenu meublé positif. Ça peut aussi être un autre, hein. T'hérites d'un bien, il n'y a plus rien à déduire, il est positif, bah pouf, t'annules l'impôt grâce au déficit. Donc oui, mais il faut mettre un déficit, ça se garde 10 ans, t'imagines, en 10 ans. Si tu sors un loyer positif en 10 ans, tu seras ravi de l'avoir, tu gagneras 50% dessus. C'est énorme. Donc ouais, tout à fait. Donc si je reprends en vide, donc c'est pareil, il y a des gens en régime réel. Et là, c'est plus rare d'être en déficit, puisque comme tu vois, on peut déduire les frais classiques, les intérêts du prêt, les travaux, etc. On peut pas déduire la valeur du bien. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont en déficit sur des années clés. C'est les gens qui font beaucoup de travaux, puisque les années où tu déduis beaucoup de travaux, si tu as plus de travaux que tes loyers, tu sors un résultat négatif. Et les gens qui sont avertis au niveau des intérêts d'emprunt, puisque quand tu achètes un bien pour le louer vide, souvent tu débloques le prêt avant et tes loyers ils tombent quelques années après, tu as le droit de faire une déclaration de revenus fonciers et de déclarer tes intérêts d'emprunt. Et on peut déclarer 4 postes, les intérêts d'emprunt, l'assurance emprunteur, les frais de dossier pour le prêt et les frais de caution mutuelle de garantie non remboursables, qui sont de 3 000 €. Donc si tu es averti, tu fais cette déclaration et tu crées du négatif parce que tu déclares beaucoup d'intérêts d'emprunt avant les loyers. Donc en fait, les gens pensent que c'est pas fréquent, mais quand même, on a quand même beaucoup de gens qui sont en déficit. Donc même principe que tout à l'heure, les gens qui font loyer moins charge et qui sont en négatif, on a un gros gain fiscal. Et c'est là où c'est dur de parler de ça comme ça, parce que c'est beaucoup plus technique que celui qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'on a 2 types de déficits.
il y a des déficits qui des fois s'enlèvent tout de suite des salaires, on va dire qu'ils sont utilisés immédiatement, et il y en a d'autres qui, eux, sont gardés dans le futur, à travers ce petit tableau là que je te montre ici dans la ligne 450. Et ces déficits qui sont gardés dans le futur sont hyper intéressants parce que, comme tout à l'heure, ils vont s'enlever d'un loyer foncier positif dans le futur. Et ça, en vide, ça va forcément arriver. Ton loyer foncier positif, il va arriver dans 2-3 ans, c'est obligé. T'as rien à déduire, les intérêts du prêt baissent, tu vas pas faire 20 000 euros de travaux chaque année. Donc ce déficit que tu provisionnes, c'est un gain fiscal, toujours pareil, à la tranche et aux prélèvements sociaux, mais tout le temps à très court terme, à 1 ou 2 ans. Donc si je te dis, tiens, demain, je peux te garantir de gagner 50% en 2 ans ou en 3 ans, on est d'accord, c'est énorme. Tu signes tout de suite, quoi. Bah, c'est ce qui se passe avec ce déficit foncier. Et donc, on va peut-être pas s'étendre sur la règle, mais grosso modo, le déficit qui vient des intérêts, il rentre dans ce tableau et se provisionne. Donc, tous les gens qui achètent un bien pour le louer vide, ils sont censés déduire les intérêts les premières années. Ils créent un déficit qui va se reporter chaque année et au bout d'1 ou 2 ans, ils vont gagner 50% dessus, sur plusieurs milliers d'euros. Idem pour les gens qui font des gros travaux. Là, c'est un peu particulier. Il y a une partie qui s'impute tout de suite et une partie qui peut aller dans ces déficits. Mais du coup, ça concerne quand même beaucoup de monde. Et ce tableau, bah alors là, ce tableau ligne 450, déjà tu vois la tête. Hein. Donc déjà, il est complexe. En plus, les contribuables ont la main dessus en ligne, donc ils peuvent le remplir et le fausser totalement. Mais ça va plus loin, c'est que depuis l'an passé, c'est vrai que l'an passé, on s'est eu un peu tard et j'ai constaté en fin de déclaration que ce tableau ne marchait pas. Il était totalement buggé l'an dernier, avec des bugs différents. Il y a un premier bug qui fait que rien ne marchait. Les gens mettaient leur déficit et ils ne s'imputaient pas sur leur loyer de l'année. Il y avait tu vois, ils sont ligne à ligne et en fait, il y a que la dernière ligne qui marchait. Donc toutes les autres, le logiciel les prenait pas en compte. Donc là, j'avais fait un article où j'expliquais que l'astuce, bah, c'était de toutes les grouper et de les mettre dans la dernière ligne pour que ça marche. Sinon, tu perdais ton déficit. On est obligé de tricher comme ça. Donc au début, je me suis dit c'est que moi, et après non, il y a je sais pas si t'as vu, le Parisien m'a appelé, ils ont fait un article aussi parce qu'ils se sont rendus compte que c'était dans toute la France, c'était tout le monde. Donc déjà, tous les gens qui l'ont pas vu, potentiellement, ils n'ont pas utilisé leur déficit l'an dernier. Et cette année, je me suis dit gros point de vigilance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont penser à les reporter parce que c'est censé se reporter tout seul, tu vois? Qu'est-ce qui se passe de ceux de l'an dernier qui sont pas utilisés, etc. Et alors là, bah, cette année, je sais pas si tu as vu, si tu te connectes en ligne, tu te mets un bien vide et tu vas jusque là. Déjà, il y a un énorme message en rouge. Attention au déficit, c'est à vous de faire attention au report. Et quand je regarde dans la pratique, bah, tout est faux. Et j'arrive même pas à trouver un pattern pour te dire. C'est-à-dire que je vois des déclarations où tous les déficits ont disparu. Donc là, c'est dramatique dans le sens où si tu fais pas gaffe, tu perds une économie fiscale de plusieurs milliers d'euros à court terme. J'en vois d'autres où c'est l'inverse, où le logiciel va reprendre des déficits qui ont déjà été utilisés. J'ai l'impression que de manière générale, ils ont programmé leur truc pour que ça reprenne pas le truc de l'an dernier, ça va chercher les déficits d'il y a 2 ans. Mais s'ils ont été utilisés, du coup, c'est l'inverse, tu risques un contrôle fiscal parce que tu es en train de gagner de l'impôt à tort. Et donc, bah, j'aurais bien aimé venir aujourd'hui et te dire, tiens, voilà ce qu'il faut faire exactement, voilà quel est le bug, voilà quelle case il faut corriger. L'an dernier, j'ai pu faire un article et expliquer. Cette année, je suis incapable de te dire parce qu'à chaque fois, c'est un bug différent. Et donc, Mais là, concrètement, ça veut dire que sur ce tableau-là, si nous, on connaît exactement quels sont les charges à déduire, enfin les déficits à mettre ici pour chaque année. Si on le met sur ce tableau-là, tu dis qu'il y a encore des erreurs faites par l'administration fiscale pour le calcul? Non, si tu le remplis cette année correctement, par contre, on va dire que mathématiquement, ça marche. Ça marche. Au moins, si tu mets les inputs sont corrects, les sorties exactement. Seront bien. Ok. C'est une très bonne remarque. L'an dernier, c'est vrai que c'est une bonne remarque. L'an dernier, tu mettais les bons chiffres dans les bonnes cases et ça ne marchait pas. Et cette année, il y a les mauvais chiffres, il faut tous les corriger et là, ça marche. C'est vrai que t'as tout à fait raison. Bon, il y a au moins un truc qui fonctionne, quoi. Ça va. Donc voilà pourquoi en fait je fais que ça. Donc moi cette année je fais une conférence cet après-midi où j'essaie d'expliquer, je prends des déclarations de cobayes et je montre. Donc je montre le bug puisque là j'en ai pris 3, les 3 sont fausses. Tu vois, c'est quasi systématique.
Donc j'essaie de montrer le bug et après je leur montre comment corriger. Et là, c'est assez dur en fait parce que tu es obligé de reprendre année après année, de voir quel est le déficit qui aurait dû être utilisé, quel est celui qui aurait dû être provisionné parce qu'il y a les deux types, et de reconstituer ce tableau année après année depuis 3 ans en fait. Grosso modo, il faut faire ça. Parce que on peut se dire que ce qui avait été déclaré l'année dernière, si c'était correct à l'époque, est valable encore aujourd'hui, au titre de, tu vois, 2023 ou 2022, les exercices antérieurs. Ben, normalement, oui, mais pas forcément parce que l'an dernier, il y avait le bug. Regarde, je prends un exemple. Imaginons, l'an dernier, tu avais un déficit qui est de 5000 de 2021 et de 2000 de 2020, par exemple. C'est-à-dire, tu avais 2000 issus de 2020 et 5000 de 2021. Donc déjà, sur la déclaration de cette année, je te le dis tout de suite, c'est tout à fait possible que ces 2000 et ces 5000 ne soient pas là. Mais peut-être l'an dernier, tu as tout bien déclaré, donc tu as suivi mon tuto, tu savais l'an dernier que ces 2000 et 5000, ils marchaient pas parce que le logiciel buguait. Du coup, tu les as groupés et tu as mis 7000 tout en bas pour tricher. Et imaginons, donc du coup, l'an dernier, imaginons, tu avais 1000 euros de revenus fonciers, et du coup, grâce à ces 7000, ils sont passés à 0. Donc, t'as plus 7000, t'as 6000 maintenant. Sauf que si tu arrives cette année, tu dois avoir 6000, 1000 qui viennent de 2020 et 5000 qui viennent de 2021. Sauf que dans ces cases, il va peut-être reprendre les cases d'il y a 2 ans, il va reprendre 2000 et 5000. Si toi, tu reprends les cases d'il y a 2 ans en te disant c'était correct, bah tu te trompes aussi parce que l'an dernier, il y en a une partie qui a été mangée. Okay. Et si l'an dernier, tu as subi le bug, il faut corriger autrement, il faut corriger l'an dernier pour que ces 2000 deviennent 1000 et les remettre. Ok, donc on remet tout vraiment à plat cette année. Et je suis sur un exemple très simple, tu vois, avec un seul bien. Donc en fait, je peux vraiment pas. Donc j'ai essayé de faire des vidéos, de faire la conférence. Et en vrai, du coup, j'ai mis un service. J'ai copié d'ailleurs ton calendrier de réservation. Je me suis dit, tiens, c'est bien ce qu'il fait Paco là. Et je vais mettre ça pour le déficit en me disant, et c'est rempli quoi. En fait, je fais que ça de mes journées. Et du coup, au début, je me suis dit, c'est 4-5 déclarations, mais c'est pour ça que là, je peux t'affirmer que c'est toutes, parce que j'en fais 5-6 par jour. Et du coup, j'ai fait des petites stats, je me note à chaque fois là. Je dirais qu'il y en a 1 sur 10 qui est juste. Il y a un client sur 10 où je lui dis, ok, j'ai rien à dire, bravo, tout est juste, quoi. Et il y en a 2 sur 10 où c'est des erreurs où c'est le contribuable qui a gagné trop d'argent à cause de ces bugs, et donc il risque un redressement fiscal. Ouais. Il n'a pas payé assez parce qu'il y a eu trop de déficit qui s'est mis. Et 7 sur 10 où c'est l'inverse, où là, les déficits sont pas assez hauts et on doit corriger en lui en rajoutant pour pas qu'il les perde. Donc c'est c'est vraiment moi ça m'amuse hein, mais je trouve ça fou quoi, c'est incroyable. Ouais, non mais bon, comme quoi on peut s'imaginer que parce que ça vient de l'État, c'est formel, c'est bien carré et tout ça, mais non c'est là surtout c'est vraiment un sujet, on parle de milliers d'euros, ça concerne tous les loueurs vides qui commencent ou qui font des travaux et c'est vraiment un tableau très complexe quoi. Donc je suis très surpris. Complètement. Et en plus, comme en ce moment, je trouve, le meublé, comme il y a pas mal de, alors ça sera peut-être pour les années plus tard, mais j'ai l'impression en termes de stratégie d'investissement, les gens vont plus en plus vers justement tout ce qui est vide, parce que le meublé, il y a de plus en plus de menaces sur le changement de régime, et sur le vide, il y a tous ces systèmes d'aide notamment à la rénovation énergétique et autres qui sont intéressants en termes de renta quand tu fais un projet IMO, tu vois, d'aller sur des projets comme ça. Et donc c'est du déficit foncier la plupart du temps. Et c'est là que c'est la population à mon avis qui est impactée par ce que tu décris là, elle grandit quoi. Ouais, je pense. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du meublé, mais rien que maintenant la réintégration des amortissements dans la plus-value, tout ça font que on va aller en vide. Et c'est dommage parce que souvent on calcule, les gens calculent la rentabilité de leur projet d'investissement immobilier. Alors ça dépend bien sûr des loyers, de la zone de tes charges, mais une énorme partie de la rentabilité dépend de l'impôt. Et il y a vraiment, déjà il y a ce déficit à optimiser. T'as vu les 4 charges du prêt, le nombre de gens qui mettent pas les frais de dossier et les frais de caution du prêt, tu perds 3000 euros et tu les perds en année 1. Donc sur la rentabilité d'un projet, perdre tout de suite 2-3 000 euros, ça la casse totalement aussi, tu vois. Donc c'est vraiment des points. Moi j'ai que l'aspect fiscal, mais qui rentre énormément en compte quand même et qui malheureusement est très technique et pas toujours pris en compte par les vendeurs ou les professionnels immobiliers. Ce que je comprends, hein, c'est complexe, hein, mais le gain il est fort aussi là-dessus, quoi.
Juste un petit mot sur, et je t'en avais parlé en off au début, sur le Denormandie, pas juste pour savoir les différences d'un point de vue fiscal uniquement, avec le Pinel, parce que on voit de plus en plus de projets qui pourraient être pour remplacer le Pinel, de promoteurs rénovateurs qui se mettent sur des opérations de rénovation de l'ancien, des investisseurs qui veulent plus de renta. Alors en termes financiers, économiques, le Denormandie semble plus intéressant en tout cas que le Pinel. C'est pour ça que il attire pas mal les investisseurs. Mais sur le plan juste purement fiscal, est-ce que tu vois, toi, une différence entre les deux régimes ou est-ce que c'est strictement la même chose? La grosse différence, c'est dans les conditions du Denormandie, parce qu'il faut quand même qu'il y ait 25% de travaux dans le prix de revient. Après, au niveau déclaratif, on a quand même 90%, je pense, des astuces du Pinel sont valables pour le Denormandie. Et d'ailleurs, c'est quoi les astuces du Pinel? Tu peux voir, mon guide, il fait 100 pages. Alors, je te les fais en vrac, mais déjà, tout ce qu'on vient de voir vaut pour du Denormandie et du Pinel, c'est-à-dire optimiser ses premières déclarations d'impôt de revenus fonciers. On les fait avant de faire le Pinel et tout ça. On met les 4 charges liées au prêt. On déduit un maximum de choses. Je peux donner un exemple très simple qui marche sur du Pinel, qui marche sur du Denormandie aussi. D'ailleurs, c'est un très bon exemple. Je prends l'exemple de la cuisine. Imaginons, tu as un Pinel, un Denormandie, et dedans, tu mets une cuisine aménagée. Ok. Cette cuisine, imaginons, tu as le choix. Tu préférerais, elle te coûte 5 000 €. C'est une belle cuisine. Imaginons, tu préfères qu'elle aille dans ton prix de revient, c'est-à-dire dans ta réduction d'impôt de Normandie, au Pinel, ou tu préférerais qu'elle aille dans tes revenus fonciers, là? Je te le formule autrement. Sur ces 5 000 €, tu préfères gagner 2% par an pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, ou tu préfères gagner 47,2% à 1 ou 2 ans? Ouais, la deuxième option, j'imagine. Large. Donc du coup, une des astuces, c'est que on essaie de mettre un maximum de travaux, non pas dans le prix de revient, c'est-à-dire le prix d'achat qui sert à calculer, mais on essaie de les mettre là-dedans. Et là, on a des conditions. Pour la cuisine, les conditions, c'est 1, qu'elle soit écrite dans le bail. Donc si tu as oublié de mettre dans ton bail qu'il n'y a pas de cuisine, tu peux plus la déduire, ou tu as un risque. Et 2, il faut que les factures soient payées après l'achèvement des travaux. Donc en général, on essaie d'avoir une date d'achèvement très tôt et on se garde un maximum de travaux derrière, cuisine, petites étagères, peinture, finition. On essaie de les faire après, ce qui permet de les déduire plutôt que d'aller les mettre dans le prix de revient. Et après, tu as plein d'erreurs déclaratives, puisque le Normandie, comme le Pinel, il y a 3 déclarations à faire. Il y a celle des revenus fonciers dont on parle. La première année, il y a une déclaration à faire où tu t'engages 6 ans ou 9 ans. Donc une erreur, on s'engage toujours 6 ans. C'est un classique. Hein. Je préfère avoir le choix de ce que je fais de mon bien dans 6 ans plutôt que d'être coincé sur 9, sachant qu'il n'y a pas de contrepartie derrière. Hein. Si je pars sur 6, je pourrais aller à 9 et je pourrais aller à 12 après. Donc je suis pas bloqué, quoi. Et puis bien sûr des erreurs sur la réduction d'impôt, parce que le Pinel comme le Denormandie, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je peux te le montrer à l'image. Moi ça me fait rire, c'est assez drôle. C'est drôle et ça me fait vivre cette histoire parce que j'en avais parlé de mon service de remboursement où je regarde les déclarations d'impôt pour les corriger et récupérer de l'argent. Et en Pinel, c'est fou tout ce qu'il y a. Hop, donc Pinel, ça c'est les cases du Pinel cette année. Donc tu les vois là, je peux défiler. Pout. On a 3 pages de cases. Ça c'est les gens qui prorogent. Là on y est encore. Voilà. Il y a toutes ces cases et elles fonctionnent. Il n'y en a pas une qui fonctionne pareil, quoi. Avec rien que je te donne la base, c'est que la première année, c'est marqué en tout petit ici. La première année, les cases, il faut mettre le montant de l'investissement. C'est-à-dire que toutes ces cases, informatiquement, elles prennent 2% de ce que tu rentres dedans. Donc si je mets 100 000 ici, j'aurai 2% de 100 000. Maintenant, elles sont mélangées avec des cases qui ont des taux moindres, parce que les Pinel, ils sont moindres. En Normandie, elles seront toutes à 2. Et la deuxième année, par contre, il faut pas mettre le prix de revient, parce que le logiciel, cette fois, il te demande de mettre la fraction de réduction d'impôt à reporter. C'est la réduction d'impôt Pinel. Donc la première année, ou de Normandie, si j'achète un bien de Normandie à 100 000, la première année, je mets 100 000 dans la case, parce que le logiciel, il retient 2% de 100 000. Par contre, la deuxième année, si je mets pas 100 000, sinon le logiciel, il croit que je lui demande 100 000 € de réduction d'impôt. Je dois mettre 2 000, le montant de la réduction. Donc, toutes ces cases-là, faut mettre 2 000. Mais la case, elle dit report de 1/9 de la réduction d'impôt.
ce qui a aucun sens, ce qui perd les gens, parce que ce qui compte, c'est ça. Il faut mettre les 2000, quoi. Donc rien que ça, t'imagines le nombre d'erreurs que je vois. Et à la prorogation, c'est pareil. Quand tu proroges, quand tu arrives à 6 et que tu repars 3 ans, ça recommence. La première année, tu remets le montant de l'investissement, alors que depuis 2, 3, 4, 5, 6, tu mettais la réduction. Et après, faut remettre le montant de la réduction. Puis en année 9, c'est pareil, mais on passe avec un taux différent. Donc là-dessus, je vois des tonnes d'erreurs, quoi. Je crois, Thibaut, que c'est construit, je pense, pour que tu aies toujours à quoi t'occuper, quoi. À croire que c'est moi qui fais les règles pour pouvoir les corriger après. Non, mais des fois, je m'inquiète de... Et en fait, qui invente des trucs pareils? Moi, je ne sais pas, mais... Mais le petit détail quand même que tu as dit au début sur le De-Normandie, qui a peut-être son importance quand même, c'est que par conception, le De-Normandie, il y a 25% au moins de travaux, donc ça, c'est quand même beaucoup plus de déficit que le Pinel, quand même, plus intéressant de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Sauf que c'est là la difficulté dans le De-Normandie. Alors moi, j'en vois assez peu, mais j'avais écrit à l'époque, puisque du coup, effectivement, tu as beaucoup de travaux, mais il y a 25% des travaux qui doivent être dans ton prix de revient, entre guillemets. Donc, dans ta réduction de Normandie. Ça veut dire que ces 25%-là, tu peux pas les déduire des revenus fonciers. Donc, du coup, se pose une vraie question sur un bien de Normandie, c'est est-ce que c'est mieux d'aller chercher la réduction de Normandie avec les loyers plafonnés en plus, etc. Ou est-ce que tu passerais pas tout en déficit foncier? Je pense que c'est la grande question à se poser quand on se lance dans ce projet-là. Est-ce que c'est mieux d'avoir le De Normandie et du coup on a la réduction d'impôt à long terme, mais nos loyers sont plafonnés et une grosse partie des travaux, on peut pas les mettre dans les revenus fonciers à 47,2% là. Ils sont dans les 2% du De Normandie. Ou est-ce que c'est pas mieux d'aller tout mettre en déficit foncier, donc du vide classique, on loue au loyer qu'on veut et puis on déduit tout dans les revenus fonciers. C'est un choix difficile, hein, je pense les deux peuvent se valoir. Là, ça dépend vraiment des situations. D'un point de vue purement du coup fiscal et réduction, il n'y a pas de grosse différence entre les deux, c'est ça que tu dis en fait? Si, je pense qu'il peut y avoir des normes entre les deux justement. Oui. Je pense que justement, il peut y avoir des écarts fous et que tout va dépendre de la situation de chacun en fait. Ça va dépendre du montant des travaux, de la tranche fiscale et puis de ta capacité aussi à manger la réduction d'impôt de Normandie. Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, si ton impôt est pas suffisant pour manger la réduction, tu la perds. Donc, ouais, c'est un calcul à faire à chaque fois. Ah, intéressant ça, j'avais pas vu cette objection-là, ouais, ok. Et je me demande, là je me trompe peut-être, mais je me demande si on n'aurait même pas une optimisation qui serait de dire, je m'arrange pour qu'il y ait 25% des travaux qui soient pour avoir ce taux de 25% dans le prix d'achat, pour être dans le De Normandie. Et après, je me débrouille que pour que tous les autres travaux, ils aillent plutôt être déduits des revenus fonciers. Donc là, je pense tu peux faire ça, tu peux faire une sorte de... Bah, ce serait le montage optimal, mais je pense que la condition, je pense qu'on est toujours limité par cette date d'achèvement, parce que le texte du De Normandie, c'est le même que le Pinel. Et le texte du Pinel est clair, il nous dit que si on veut déduire les travaux, il faut les faire après l'achèvement. Donc je pense qu'on est quand même coincé à ce niveau-là et qu'il y a que les travaux qu'on fait après la date d'achèvement qui pourront être déduits. Qui sont minimes, quoi. Ouais. Qui, du coup, ouais, forcément, ça représente moins. Donc je pense que le vrai choix, c'est plus de faire le calcul avant. Est-ce que je pars de Normandie ou est-ce que je pars déficit? Et je pense qu'on peut avoir les deux cas, hein, des cas où le De Normandie est mieux et les travaux, l'autre est mieux. Toi, t'en vois beaucoup, du coup, c'est vrai que j'en vois assez peu. Mais je suis connu pour le Pinel et peu pour le De Normandie, alors que c'est pareil, donc c'est peut-être ça, je sais pas. Ouais, non, on a reçu récemment Luc Tillier, qui était un CGP qui promeut pas mal ce mécanisme. On a exploré justement ce thème il y a quelques semaines, où il disait que d'après ses calculs, économiquement, on était vraiment sur un investissement beaucoup mieux que le Pinel, mais il y a d'autres aspects qu'il a mis en considération, le fait que t'es dans l'ancien cœur de ville, donc t'as pas l'effet du Pinel où t'es dans une barre et à la fin tout le monde vend et le prix voilà quoi. Ouais, on les voit en ce moment. Ils sont pas bien. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment le gros point noir du Pinel, donc qui n'existe pas sur le De Normandie. Mais c'est pour ça que c'était intéressant de croiser le regard aussi avec le tien sur l'aspect purement fiscal. Ah bah là, ouais. Tu sembles être... ouais, parce que là, ce que je parle, je crois, on dit toute chose égale par ailleurs. Là, je parle vraiment que du fiscal, totalement. Après, il y a tellement d'autres aspects qui peuvent jouer.
Oui, rien qu'au niveau pratique. Regarde, de Normandie, tu t'engages. Quelqu'un qui me dit, moi, mon bien dans 3 ans, je vais en faire ceci, bah voilà. Même si la fiscalité dit que le de Normandie, c'est mieux, dans 3 ans, il est coincé. Donc peut-être on va plutôt faire du déficit. Ouais, ok, j'irai voir ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que moi, au niveau des déclarations et autres, j'en ai pas vu beaucoup non plus, quoi. Je serais curieux d'avoir les chiffres, savoir si on attend que ça. En tout cas, des villes éligibles au de Normandie, ça explose, hein, tu vois, en tout cas. Donc ça, c'est un signe qu'il y a des efforts faits pour que ça soit ça soit vraiment mis en avant. Et là, je te parle plus d'un côté marchand promoteur. Donc les gens qui offrent de ces programmes-là, c'est vraiment avantageux aussi. Parce que justement, tu peux vendre plus cher, c'est un peu comme le Pinel. Le Pinel ayant disparu aussi, les CGP ont besoin de vendre des programmes de défisc. Donc il y a pas mal de forces comme ça qui font que je pense qu'on va vers une expansion clairement de ça, quoi. Ouais, c'est intéressant. C'est peut-être moi aussi parce que donc j'avais beaucoup écrit de tutos et autres sur le Pinel, ce qui fait que mon site a très bien marché. Et quand le de Normandie est sorti, je me suis dit, c'est exactement pareil, donc je vais pas refaire. Mais peut-être je devrais refaire en fait les mêmes parce que tu fais juste un CTRL F, tu remplaces juste Pinel. Les textes sont, franchement, c'est les mêmes, quoi. C'est quasiment ça. C'est vrai que les demandes que j'ai en de Normandie, souvent, je leur dis, allez lire mes articles Pinel et autres, c'est pareil. Mais oui, c'est vrai que ça donne pas trop envie, c'est pas le même nom quand même. Ah, mais c'est intéressant. Peut-être que falloir que je m'y mette un peu. Parce que là, les cases, c'est les mêmes. Hein. Je t'ai montré Pinel, mais on peut aller devoir de Normandie en bas, c'est exactement pareil. Hein. Je voulais peut-être terminer la conversation pour parler d'un thème tout autre qui est celui des entrepreneurs. C'est aussi un statut sur lequel pas mal de gens de l'audience, je trouve, se retrouvent, qu'ils soient salariés avec un side business ou même qui se lancent complètement en full time en tant qu'entrepreneur. Et il y a pas mal de confusion, de doutes sur quel est le meilleur statut, à quelle sauce on va être mangé d'un point de vue impôt, fiscalité. Et donc savoir si tu pouvais nous faire peut-être un petit topo général ou des petits points d'attention peut-être que tu trouves pertinents sur les choses à prendre en compte quand on passe entrepreneur full-time ou qu'on soit en side business et s'il y a des différences. Ouais, ce que je te propose, moi je peux parler de la déclaration d'impôt micro-entreprise, parce que c'est quand même un sujet où je vois où il y a beaucoup d'erreurs et de questions et qui est vraiment très fréquent, qui concerne tout le monde. Et après on verra si on a le temps, mais l'autre sujet c'est les dividendes. Juste au niveau fiscalité, quoi. Après, sur quel statut est le meilleur selon... Là, je suis même pas compétent du tout, d'ailleurs. Hein. Ouais, on peut... Sur la fiscalité, par contre, la micro-entreprise, là, oui, je peux, étant moi-même concerné depuis des années, et puis après, je suis passé en SAS. Mais on a même une petite nouveauté. Je peux peut-être te montrer les cases encore. Alors, du coup, les micro-entreprises, très intéressant. Donc, on distingue bien les charges sociales, on les paye à l'URSSAF, et après, il y a l'impôt. C'est vraiment deux choses différentes. Nous, on va parler de l'impôt, là, dans la conversation. Donc, quand on est en micro-entreprise, on paye de l'impôt sur notre chiffre d'affaires. Et il y a deux choix fiscaux. Tu as un choix qui s'appelle le prélèvement libératoire, et tu en as un autre qu'on va appeler la déclaration d'impôt sur le revenu. Et c'est vraiment très trompeur parce que ce choix, alors déjà, on le fait au moment de l'ouverture très souvent. Ensuite, le prélèvement libératoire, étonnamment, est pris par l'URSSAF. Je viens de te dire que l'URSSAF prend les charges sociales, mais en fait, elle prend aussi l'impôt que quand tu es au prélèvement libératoire. Et dans ce cas-là, elle te le prend tout de suite. Tu déclares chaque mois ou chaque trimestre, donc ton impôt, il est payé tout de suite et par l'URSSAF. Et ceux qui ont pris l'autre choix, qui ont pris l'impôt sur le revenu, eux, ils payent l'impôt sur la déclaration d'impôt, mais ils le payent un an plus tard. D'ailleurs, on a déjà des nœuds au cerveau, quoi. Et en plus, la différence entre les deux est énorme. C'est-à-dire que le prélèvement libératoire et la déclaration d'impôt, des fois, on a des différences de plusieurs milliers d'euros. Et donc, on va dire qu'il y a déjà un choix à faire qui est compliqué. Donc, pour ça, faut faire des simulations, quoi. Donc faire des simulations, et en plus si tu changes, c'est aussi complexe parce que faut faire la demande à l'URSSAF avant septembre pour changer. Donc bref, je pense que quand tu es en micro-entreprise, que tu commences à avoir un chiffre d'affaires qui dépasse les 10-15 000 et que tu vois que ça va continuer à monter, ça vaut le coup d'aller voir quelqu'un. Là, moi, mais un expert comptable les font très bien aussi, d'aller voir et dire voilà, est-ce que je fais le prélèvement libératoire ou est-ce que je fais l'impôt sur le revenu?
parce que la différence, elle va mécaniquement être très très forte, quoi. Et il y a aussi l'impact très trésorerie, comme tu disais, il y en a un, c'est tous les mois, et l'autre, c'est au bout d'un an, quoi. Et alors du coup, là, ça se complexifie. Du coup, tu remarqueras que quand tu fais ta déclaration d'impôt en tant que micro-entrepreneur, étonnamment, tu as des cases à remplir même quand tu as pris le versement libératoire. C'est-à-dire que ceux qui ont pris le versement libératoire, ils pourraient se dire, moi c'est bon, j'ai tout payé à l'URSSAF, l'URSSAF a pris l'an dernier, et c'est terminé. Et là, non, on se rend compte qu'il faut remplir une case. Donc la case, c'est pas ça, c'est les 5 TE, 5 TB, ce genre de choses-là, selon que tu sois en marchandises, etc. 5 TA, 5 TB, 5 TE. Et en les remplissant, parfois, tu te rends compte que ça fait augmenter ton impôt. Et donc là, tu comprends plus rien. Tu dis, c'est pas possible, j'ai déjà payé mon impôt auprès de l'URSSAF, je dois remettre mon chiffre d'affaires et ça me refait payer de l'impôt sur la déclaration. Donc ça déjà, les gens du coup parfois choisissent de ne pas remplir, c'est une erreur, il faut remplir. La raison est la suivante, c'est que souvent le prélèvement libératoire, c'est un taux hyper faible, c'est un taux à 1,7, 2,2%, donc qui est vraiment très très attractif, on va pas se mentir. Et c'est aussi un taux qui, quand tu as d'autres revenus, soit quand tu as des salaires ou quand tu es en couple et que sur ta déclaration il y a d'autres salaires, le fisc s'est rendu compte que les gens au prélèvement libératoire, ils gagnaient entre guillemets de tous les côtés. Parce que je prends un exemple, imaginons, moi je suis micro-entreprise et je suis avec madame, elle est salariée. Comme on est en couple, nos tranches d'impôts sont gonflées. Tu vois, la tranche à 0, elle est 2 fois plus large. Et comme moi je suis en micro-entreprise, si je prends prélèvement libératoire, je mets rien dans cette tranche d'impôt à 0. Ça veut dire que ma femme, du coup, peut utiliser 2 fois plus de tranches à 0. Donc là, ça faisait beaucoup. On dit déjà le taux, c'est un taux où il y a 3 fois rien d'impôt. En plus, les tranches sont pas mangées. Donc en fait, on doit remettre son chiffre d'affaires micro-entreprise et il y a un calcul particulier qui est fait, qui est le calcul du taux effectif. C'est un nouveau calcul de l'impôt pour les autres revenus du couple. Et ça explique que quand tu mets ce chiffre d'affaires micro-entreprise, tu repayes plus d'impôts. Donc pour autant, le prélèvement libératoire reste quand même souvent une très très bonne option. Mais il faut savoir que dans la déclaration d'impôt, il faut quand même le remettre. Donc, si tu le remets, donc faire une simulation, c'est dur parce qu'il faut prendre en compte ce que tu as pris l'URSSAF et la hausse que tu as en le mettant dans les déclarations d'impôt, puis comparer à l'autre régime qui est de remplir la case 5KO, 5KP ou 5HQ selon ce qu'on voit sur l'image là, selon la nature de ton activité. Où là, c'est différent. Tu mets ton chiffre d'affaires, il y a un abattement, c'est 50% en BIC, 34% en BNC, et le reste s'ajoute à ta tranche d'impôt. Et tu payes. Ça s'ajoute à tes salaires et autres, et tu payes ta tranche d'impôt. Et donc, cette année, il faut faire le choix entre les deux. Si tu veux voir, tu regardes ton relevé mensuel URSSAF ou trimestriel, c'est marqué en gros si tu es au prélèvement libératoire ou si tu y es pas. Et donc, tu cherches ton chiffre d'affaires de 2024. Soit c'est les cases 5TA, 5TB, 5TE si tu es au prélèvement libératoire. Soit c'est les cases qui sont là, 5KO, 5HQ si tu n'y es pas. Et donc, il y a énormément... Ouais, vas-y, pardon. Et donc, là, le point d'attention, du coup, c'est de changer entre les deux, de bien regarder la différence qu'il y a entre les deux. On va dire qu'il y a un point d'attention à faire en amont, qui est de prendre un professionnel ou de faire une simulation tout seul pour faire le bon choix. Et le point d'attention avec le petit changement aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a énormément de contrôles fiscaux pour des gens qui sont en prélèvement libératoire, qui ont un contrôle fiscal qu'ils comprennent pas, et on leur dit, écoutez, ça fait depuis 3 ans que vous êtes au prélèvement libératoire, en fait, vous y aviez pas droit. Donc nous, on vous redresse, on corrige toutes les déclarations d'impôts et on vous change, on vous met dans les cases du dessous. Et en général, c'est des redressements qui sont très élevés, de plusieurs milliers d'euros. Pourquoi ? Comme je te l'ai dit, le prélèvement libératoire est très intéressant, même avec ce calcul du taux effectif. Notamment, plus on a des gros revenus, plus le mécanisme fait que c'est intéressant. Et donc, il y a une règle qui dit que pour opter pour le versement libératoire de l'impôt, il ne faut pas que notre revenu fiscal dépasse un certain seuil. Ça, c'est une règle très peu connue. Les gens se trompent tous. Et cette année, je sais pas si tu le verras peut-être, mais tous les micro-entreprises qui y sont le verront. Avant de remplir les cases, tu as un gros message qui s'affiche, c'est tout nouveau, qui dit « Attention, vous allez remplir une case prélèvement libératoire,
votre revenu fiscal de 2022 était de temps, vérifiez bien qu'il dépasse pas le seuil. Puisque effectivement, pour être au prélèvement libératoire en 2024, on regarde l'avis d'impôt 2023 des revenus 2022. Et si le revenu fiscal est trop haut, on n'y a pas le droit. Et du coup, il faut tout rebasculer sur l'autre régime. Et on revient c'est cumulé ensuite par rapport aux années où on a payé, on était en prélèvement libératoire et on n'aurait pas dû. Ouais, du coup, si le contrôle fiscal arrive, ils prennent les 3 déclarations et ils rebasculent tout dans l'autre régime. Ils remboursent le prélèvement libératoire de l'URSSAF de 2%. Et du coup, oui, ça pique parce que c'est des gens qui sont avec un revenu fiscal haut. Et du coup, la différence, elle est énorme. On parle de plusieurs milliers d'euros sur 3 ans. Donc souvent, le prélèvement libératoire est meilleur. Très, très souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Mais par contre, attention, il est conditionné. Il faut que le revenu fiscal ne dépasse pas... C'est un truc comme 28 000 euros par part fiscale, grosso modo. Ah, donc c'est un truc un peu comme quand tu passes le seuil de TVA aussi et que c'est le même truc, quoi. Du coup, c'est toute la difficulté des micro-entreprises. J'ai fait un tableau avec les seuils. Tu as le seuil de TVA, le seuil où tu peux plus être micro-entreprise et le seuil où tu n'as plus droit au prélèvement libératoire. 3 seuils différents avec des petites accommodations, etc. Mais ouais, il y a ces 3 seuils du coup. Et donc grosse nouveauté là sur la déclaration d'impôt, j'ai trouvé ça bien. Cette fois, ils avertissent. Et donc beaucoup de gens qui disent mais c'est quoi ce message? Et c'est pour vous dire que le prélèvement libératoire c'est pas pour tout le monde, quoi. Faut regarder. Ouais, c'est clair. Il y a des contrôles possibles. Enfin, t'en as entendu parler, de ce genre de. Ah, des comme ça tous les jours. Ce contrôle-là est extrêmement fréquent. C'est un classique, j'ai envie de dire. Ils attendent la fin de la 3e année, ils redressent les 3 ans. Ah, et là j'en vois. Je sais même pas si on peut passer à côté. Je vois rarement des gens qui passent à côté. Ça peut arriver. Mieux provisionner, quoi, finalement. Ouais, ou tu te remets tout de suite d'équerre. Tu peux aussi te dire, je suis au courant. Je passe. Du coup, sur la déclaration, c'est simple. Tu passes sous les autres cases. Donc, tu te mets tout de suite d'équerre. Et tu as une petite case. C'est ce que je t'ai mis là. La case 8Y, où tu mets le prélèvement libératoire que tu as payé à l'URSSAF pour qu'on te le rembourse. Donc, tu vois Et on peut finir avec celle-ci, ne jamais remplir la case 5HY. Ça, on en avait déjà parlé peut-être? Non. Si tu es en micro-entreprise, tu remplis les cases qu'on a mis, et derrière, tu as une grosse rubrique qui s'affiche en te disant qu'il faut remplir la case 5HY. Enfin, si tu lis en diagonale, il y a marqué ça. Il faut pas le faire, ça te fait repayer des charges sociales, alors que tu les as déjà payées à l'URSSAF. En fait, si tu lis, tu vois que c'est marqué si vous n'avez pas payé de charges sociales parce que revenu étranger, parce que ceci, dans ce cas, remettez le chiffre d'affaires en case 5HY. Mais beaucoup de gens la remplissent et prennent 2 fois les charges sociales et s'en rendent pas compte. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Ça se corrige aussi. Un petit message au fisc et ils remboursent parce que c'est du. Ouais. Donc voilà les 2 grosses erreurs que je vois, c'est ça. Mais ouais, du coup, très très fréquent. Ça marche. Bon, on gardera l'œil ouvert. Merci de nous avoir éclairé sur ces sujets. Ouais, c'est cool. J'espère que c'est pas trop complexe, mais ouais, c'est vrai que c'est dur sans les images, c'est dur à expliquer. Tant mieux. Ouais, on va mettre la vidéo comme ça, les gens pourront regarder de quoi exactement les rubriques. Et ouais, c'est cool. On a fait un petit tour un peu assez complet finalement et divers en termes de thèmes, donc c'est pas mal. Toi, tes nouveautés pour les gens qui veulent en savoir plus avec ce que tu proposes, est-ce que il y a des endroits où tu voudrais les diriger en particulier? Là, ils peuvent me retrouver. On va dire pour le gratuit, ça se passe sur YouTube. Voilà, je me suis mis à YouTube, les vidéos sont gratuites. Et sur le site, il y a 2 articles sur 3 qui sont aussi en libre accès, donc pas mal de ressources sur le site. Et après, on a déjà parlé, mais moi, il y a un abonnement mensuel sur le site où là, on a accès aux conférences, aux articles qui sont bloqués. Je fais un groupe WhatsApp aussi, on en a discuté. C'est pas mal parce que du coup, j'ai beaucoup de particuliers, mais aussi des professionnels. Donc un groupe vachement sympa avec des notaires, experts comptables, particuliers où on peut échanger. Donc voilà pour tout. Et puis sinon, comme je te l'ai dit, j'ai mis un petit service de calendrier pour le déficit là, tellement pour le déficit en vide. Ouais. Donc j'essaie de faire au mieux dans les conférences, mais si c'est pas clair, je propose des visios personnalisées à ce niveau-là. Je peux les orienter par là si besoin.
Cool, bah faudrait que tu me donnes tous les liens après la conversation. Je peux faire cet effort. Je les mettrai dans la description, comme ça les gens auront pas à réfléchir, ils auront directement tous ces liens. Ok. Et non, mais c'est top. Bah, merci beaucoup Thibaut encore pour ton temps. Merci à toi pour ton accueil. Ouais, c'était très chouette. Je voudrais te dire à l'année prochaine, mais j'espère quand même avant. On se croisera peut-être un de ces quatre. Tout le monde veut me voir qu'en avril, moi, de toute manière. Je suis habitué. Ça me va très bien. C'est moi qui t'écouterai le reste de l'année. C'est parfait comme ça. Bon, à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup, Paco. À bientôt. Merci. Salut. Au revoir. Si le sujet fiscalité t'intéresse, je te recommande d'écouter les autres épisodes avec Thibaut, les épisodes 83, A16 et 191 notamment, où on parlait également de déclaration d'impôts, qui sont toujours aussi actuels et instructifs. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!